Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous écoutez le Libre Journal d'Henri de Lesquen, assisté de Jacqueline Levenbruck, diffusé en direct lundi 26 octobre 2015 de 18h à 21h. Il est diffusé en différé mardi 27 dans la nuit de 2h à 5h, dans la matinée de 7h30 à 10h30, puis à la demande sur le site internet de Radio Courtoisie. Ce libre journal est réalisé par Claudio. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 00 85, par télécopieur au 01 46 51 21 82, par courrier électronique à courtoisie@radiocourtoisie.fr ou par Twitter à l'adresse @Henri de Lesquen sans i, avec un y. Merci Jacqueline, merci Claudio. Chers amis auditeurs de Radio Courtoisie, nous allons nous intéresser au réchauffement climatique dans cette première partie d'émission, sachant que nous allons avoir dans quelques jours, à partir du 30 novembre, à Paris, la COP 21, ce qui veut dire, je crois, la conférence des partis sur le réchauffement climatique, dont le gouvernement et M. Fabius en particulier, le ministre des Affaires étrangères, veulent faire un grand événement médiatique et politique. Et donc, je voudrais que le sujet soit traité sérieusement quelque part, donc à Radio Courtoisie, et j'ai donc invité deux personnalités qui ont toute compétence pour en parler, et d'abord un expert du GIEC, un rapporteur du GIEC, François Gervais, le professeur François Gervais, qui va nous parler du carbone en particulier. Alors François Gervais, vous avez écrit des centaines d'articles dans les revues internationales scientifiques. Vous êtes un éminent spécialiste de thermodynamique. Thermodynamique, pour les non-spécialistes, qu'est-ce que c'est ? C'est la question de chaleur, en quelque sorte. Hein, si j'essaie de résumer tout brièvement. De chaleur et d'énergie. Plutôt de chaleur, non ? Chaleur, oui. Comme l'indique le préfixe thermo, d'ailleurs. Et donc, vous êtes physicien, vous êtes professeur émérite à l'université François Rabelais de Tours. Et vous êtes médaillé du CNRS en thermodynamique. Vous avez été primé par l'Académie des sciences de France et vous avez été, je le répète, rapporteur critique du GIEC. Mais vous êtes aussi, professeur François Gervais, comme saint Paul, l'homme qui a trouvé son chemin de Damas, puisque vous êtes désintoxiqué. Vous avez cru à la culpabilité du carbone dans le réchauffement climatique et au réchauffement climatique jusqu'en 2008. Et en 2008, sur le chemin de Tours, peut-être, vous avez compris qu'on vous avait raconté des fariboles et vous avez découvert le poteau rose que vous allez expliquer aux auditeurs de Radio Courtoisie, ce que d'ailleurs, je suis obligé de dire, vous avez déjà fait chez le professeur Paul de Vels il y a quelques mois. L'autre expert ou personnalité que j'invite ce soir, c'est, comme j'aime l'appeler parce que c'est la vérité, un bienfaiteur de l'humanité. À savoir Christian Girondeau. Et si je l'appelle bienfaiteur de l'humanité, c'est pour des raisons qui n'ont pas grand-chose à voir avec le réchauffement climatique, encore que les voitures, après tout, contribuent, paraît-il, au réchauffement climatique. Mais c'est parce que c'est lui qui, dans les années 70, a lancé la politique de sécurité routière, qui a eu, notamment, et j'allais dire principalement grâce à l'élan qu'il a donné, un succès considérable, puisqu'on est passé combien de 30 000 morts à 3 000 morts, en gros, quoi, Pas 30 000, mais 18 000. Ouais. 3 000 morts, c'est-à-dire 5 à 6 fois moins, alors que le trafic a triplé depuis cette époque. Alors que la circulation a triplé, voilà. Donc, si vous êtes vivant, cher auditeur de Radio Courtoisie, c'est peut-être parce que Christian Girondeau, ici présent, a pensé à vous, en quelque sorte, enfin, a pensé aux accidents et a fait ce qu'il fallait, a contribué par son analyse et par son action au sein de l'administration à cette politique de sécurité routière. Mais ce n'est pas le sujet de ce soir. Le sujet de ce soir, c'est le carbone est-il coupable du réchauffement climatique ? Alors, vous avez vous-même écrit sur le sujet, après un premier livre que vous reniez à moitié d'ailleurs, au moins sur ce sujet, parce que vous étiez encore un peu crédule à l'époque, qui était Écologie des grandes arnaques, chez Albin Michel. Vous avez écrit, alors là, un livre qui est tout à fait décisif, avec une préface de Valéry Giscard d'Estaing, qui s'appelle CO2, un mythe planétaire. Sachant que CO2, pour ceux qui ont fait un peu de chimie, c'est la composition
chimique du gaz carbonique, ou plus précisément le dioxyde de carbone, à ne pas confondre avec le monoxyde de carbone CO. Donc je dirais, pour ma part, gaz carbonique, dioxyde de carbone ou CO2, c'est la même chose. Ce gaz que nous exhalons, je crois, à chaque fois que nous respirons, bon, et qui, selon la thèse officielle, est le principal contributeur de ce réchauffement climatique qui doit détruire l'humanité ou qui risque de la détruire si on y prend garde, et si on ne prend pas les mesures nécessaires. Alors, François Gervais, vous avez écrit « L'innocence du carbone, l'effet de serre remis en question » chez Albin Michel, en 2013. Mais ce livre est vraiment d'actualité. Et j'aimerais d'abord que vous nous expliquiez comment vous avez eu votre chemin de Damas. Vous étiez donc déjà rapporteur du GIEC peut-être, et non, pas encore en pas 2008. Et comment avez-vous changé d'avis sur le sujet? Oui. J'écrivais un livre sur l'énergie et les matériaux, comme fait beaucoup de professeurs. Après, je dois en être dans ma 50e année de recherche. Donc, bien évidemment, tout ça a émaillé de nombreuses publications. Et j'avais prévu de faire un chapitre sur l'effet de serre pour illustrer l'interaction entre la lumière et la matière. Nous sommes l'année internationale de la lumière. Enfin, tout ça, c'est circonstance. Si. Vous connaissez le siècle des Lumières, je ne connaissais pas l'année de la lumière. Donc, et donc, en écrivant ce chapitre, je me suis arrêté en route, me rendant compte que non. Vous avez été illuminé. Pas du tout. Absolument. J'ai été vraiment chercher les publications. Le travail normal d'un chercheur, c'est d'abord de lire ce qu'écrivent les autres chercheurs. Et c'est en creusant. Donc, dans ce livre, je fais une synthèse. Ce livre, c'est L'innocence du carbone, Albin Michel. François Gervais, L'innocence du carbone. Je recense à peu près 1 millier de publications. Et c'est donc en creusant, là, pour écrire initialement ce chapitre, que j'ai laissé tomber ce livre, qui est toujours en chantier, pour écrire celui-ci, L'innocence du carbone, car là, ça me paraissait beaucoup plus important de centrer là-dessus, considérant que mais on est en train de partir sur une véritable dérive. D'abord, pourquoi le carbone coupable? CO2, vous venez de le dire. Pourquoi pas l'oxygène coupable? L'oxygène est au pluriel de la molécule de CO2. Pourquoi ça serait le carbone coupable? On veut décarboner. Le gaz carbonique, disons. Bon. Alors, là-dedans, déjà, la première chose qu'il faut toujours répéter, parce qu'on a à entendre ce qui est présenté comme un gaz satanique, on finit par oublier l'essentiel. Le dioxyde de carbone, bien sûr, nous l'exhalons lorsque nous expirons. Il y a 10 fois plus de CO2 dans notre haleine, 100 fois plus de CO2 dans notre haleine qu'il y en a dans l'air actuellement. Mais ce dioxyde de carbone, c'est la nourriture des plantes. C'est la nourriture indispensable et irremplaçable des plantes. Alors, je m'arrête sur ce point un seul instant parce que, chers auditeurs de Radio Courtoisie, comprenez qu'à première vue, plus il y a de CO2 dans l'atmosphère, mieux c'est pour les plantes, pour l'agriculture. Tout à fait. Et je ne sais plus si c'est dans votre livre ou dans un autre, mais vous avez dit quelque part, il me semble, dans L'innocence du carbone, que grâce à l'accroissement du CO2, qui est réel, la productivité agricole avait augmenté. Oui. Le rendement donc c'est une excellente chose. On le chiffre à peu près à 15%. Et dans un certain nombre de serres, en particulier au Canada, 15% de quoi, on enrichit de productivité. 15% d'augmentation du rendement. C'est fabuleux. Mais bien sûr. Ça a été chiffré par une étude américaine, ce bénéfice pour l'humanité, à 3 000 milliards d'euros depuis Pourquoi 1961. ne le dit-on pas ailleurs? Il faut qu'on écoute Radio Courtoisie pour le savoir. C'est quand même extraordinaire. Donc ça, c'est la première chose. Mais ça, c'est le début de votre C'est la chemin de nourriture Damas. des plantes. Si on... Oui, bien sûr. C'est surtout que ça se voit chaque année, au printemps et en été. On observe dans la composition de l'air une diminution du taux de CO2 dans l'air. Parce que les plantes l'absorbent. Les plantes l'absorbent plus au printemps et en été qu'en automne et hiver quand les feuilles tombent, bien sûr. Donc c'est là qu'on va observer cette chute de CO2 relative dans l'air chaque printemps et été. Dans l'hémisphère nord, bien entendu, c'est donc d'avril jusqu'à août. Lorsqu'on mesure l'amplitude de cette chute, on s'aperçoit, ça se voit très bien dans les mesures qui ont été faites à La Jolla en Californie, on s'aperçoit que La Jolla en Californie, on s'aperçoit que l'amplitude a augmenté plus vite que le taux de CO2 lui-même dans l'air. Alors de combien a-t-il augmenté ? De 0,01%. Sur 2 siècles,
le taux de CO2 dans l'air a augmenté de 0,01%. C'est de ça dont on parle. Ça a été très bénéfique pour les plantes et pour les récoltes. La question est de savoir, est-ce que ça peut avoir un effet négatif sur... de serre. Enfin, un effet négatif. Un effet sur le réchauffement climatique qui lui-même est supposé négatif, ce qui est déjà deux hypothèses. Tout à On fait. suppose, premièrement, que l'augmentation du CO2 dans l'air serait due uniquement à l'homme. Deuxièmement, que cet effet aboutirait à un réchauffement. Et troisièmement, que ce réchauffement serait mauvais. Ce qui, je pourrais commencer par la fin en disant c'est extrêmement bizarre, parce que, je donne cet exemple vulgaire, mais moi quand je prends mes vacances à 5A où depuis des années je vois un temps pourri, je me dis s'il y avait 1 ou 2 degrés de plus, je n'irais pas me plaindre, non? Alors cette remarque paraît idiote, mais écoutez, imaginez que les conséquences pour la Russie d'un réchauffement climatique de 2 ou 3 ou 4 degrés, ce serait merveilleux. Toutes ces étendues désertes qui seraient ainsi désertes, gelées, Alors, qui seraient ainsi en matière pour l'agriculture. de réchauffement climatique, il faut distinguer plusieurs choses, effectivement. Que le CO2 contribue à absorber l'énergie thermique émise par la Terre, oui. Oui. Non, attendez, vous étiez sur votre conversion. Alors revenons à votre conversion, qu'est-ce qui s'est passé? Donc vous avez, quelle est la réflexion qui vous a amené à changer d'avis? Je me suis rendu compte simplement que ce qu'écrivait le rapport du GIEC, pas ce qu'écrivaient les publications des chercheurs, qui sont analysées dans le rapport du GIEC, mais qui sont analysées d'une certaine façon. C'est cette façon qui est très intéressante. Et pour justement vérifier ce point-là, j'ai candidaté pour être expert reviewer du rapport AR5. C'était réviseur, parce que là vous êtes à Radio Courtoisie, vous avez un cochon qui vous regarde, et donc les mots anglais sont en principe bannis. Alors, relecteur critique. Ouais, si vous voulez. Relecteur critique du rapport du GIEC. Donc ça se passe comme ça, il y a un premier brouillon qui est envoyé à tous les relecteurs critiques qui font leurs remarques. Donc, j'en avais 8 pages de remarques. Je vais arriver 10 mois plus tard, le deuxième brouillon. En 2007 ? C'était en 2012. Ah, votre conversion est de 2008. Oui, non, mais ça c'est après. Pour creuser l'affaire, avant d'écrire le livre, j'ai voulu vraiment faire de l'entrisme, en quelque sorte. Non, mais pourquoi avez-vous changé d'avis? C'était ma question. Parce que, vu du point de vue d'un parce que vous avez découvert ce que vous avez mis dans votre livre. Exactement. L'innocence de carbone. Vu du point de vue d'un donc vous aurez la réponse à la fin de l'émission, alors. Ouais. Bien volontiers, ou tout de suite, comme vous voulez. Donc, là, j'ai voulu vraiment voir si le GIEC travaillait comme doivent normalement travailler des scientifiques. C'est-à-dire, quand un rapporteur fait des remarques, si un scientifique qui veut publier un article ne tient pas compte des remarques du rapporteur, son article, tout simplement, n'est pas publié. C'est comme ça que ça se passe. Si on reprend le rapport R5 du GIEC tel qu'il est, le rapport R5, il ne souscrit absolument pas aux règles de publication des rapports scientifiques. Alors, je vais tout de suite vous dire, parce que je ne veux pas que les auditeurs de Radio Courtoisie attendent la fin de l'émission pour avoir la solution. Votre livre, L'innocence du carbone, met le projecteur sur un sujet méconnu, mais qui est capital, et moi qui m'a sidéré, qui est le suivant. Qui consiste à dire, d'abord vous rappelez au passage que l'effet de serre, il est dû principalement à l'eau et accessoirement au gaz carbonique. Mais vous dites principalement ceci. L'effet de serre dû au carbone, ou l'effet... comment dites-vous puisque le terme d'effet de serre ne vous convient pas, l'effet de... L'absorption l'effet d'absorption du rayonnement dû au carbone s'exerce dans 2 fréquences. Alors ça c'est de la physique, 20 et 70 THz. Tout à fait. 20 et 70 THz. Or, on est quasiment déjà arrivé à saturation. C'est-à-dire que le gaz carbonique qu'on ajoute maintenant ne peut rien ajouter à l'effet de serre, puisque vous avez compris, chers auditeurs de Radio Courtoisie, l'effet d'absorption ou de serre dû au gaz carbonique, au dioxyde de carbone CO2, ne se fait que dans 2 fréquences, 20 et 70 THz du rayonnement. Or, on est déjà actuellement arrivé à la saturation de l'effet de serre, de l'effet d'absorption pour ces 2 fréquences. Par conséquent, maintenant, tout le gaz carbonique qu'on peut ajouter ne change rien ou presque rien. Presque rien. Vaut mieux dire presque rien. Alors là, écoutez, je me tourne maintenant vers Christian Géraudot, mais vous avez lu certainement le livre de François Gervais. Avouez que c'est quand même sidérant. C'est sidérant parce que ça paraît irréfutable et je ne vois pas comment, une fois qu'on a lu ça, on peut continuer à raconter des balivernes sur le réchauffement climatique. Prétendument dû au gaz carbonique. Christian Géraudot. S'il y avait que sur ce sujet-là, il est capital. Je ne dis pas qu'il ne soit pas capital, il l'est. Mais
à peu près tout ce qui est raconté, ce sont des balivernes. Pour moi aussi, j'ai eu un chemin de Damas. Oui, Aussi, je n'ai pas voulu être méchant avec vous, parce qu'effectivement, mais dans votre premier livre, vous y croyez encore. Je dis, puisque tout le monde le dit, c'est sûrement vrai. Allez. Non, mais je suis pas seul. Mon voisin a fait le même chemin. Et d'autres qui sont à l'Académie des sciences, je pense à Vincent Courtillot, et d'autres ont suivi le même chemin. En 2007, vous étiez encore crédule. J'étais encore parfaitement crédule. Comment est-ce qu'on peut imaginer que ce qu'on nous dit, à savoir que tous les savants unanimes, réunis par milliers, parce que Marcel Leroux disait déjà le contraire. Je dis pas le grand géographe Marcel Leroux, climatologue, a toujours dit que c'était des balivernes. Mais il était tout seul contre des milliers qui sont unanimes. Donc, pas n'importe qui. Donc quand on n'est pas du tout spécialiste, et moi je ne suis pas du tout spécialiste des problèmes climatiques, contrairement à mon voisin, on a tendance à croire. Alors qu'est-ce qui m'a amené à changer d'avis ? Bon, vous savez que moi je suis ingénieur de formation. Et je dirais qu'il y a au moins un point qui m'a amené à changer d'avis. C'est la montée des eaux de la mer. Parce que quand j'ai lu les rapports du GIEC, parce qu'il faut quand même les lire, j'ai vu qu'on était menacé, que des continents, des villes entières allaient être rayées de la carte. Et j'ai regardé le rythme de progression du niveau de la mer. Et il est toujours, depuis un siècle, même peut-être plus, tenez-vous bien, de 2 à 3 millimètres par an. Oh, c'est effrayant. Mais c'est absolument effrayant. C'est-à-dire 2 millimètres, c'est terrible. Par décennie, il va monter de 2 à 3 centimètres, ce niveau de la mer. Quand il y a une tempête et qu'il y a des vagues de 5 mètres, elles ne vont plus avoir 5 mètres, elles vont avoir 5 mètres plus. 2 millimètres ou 2 c'est terrifiant. Mais c'est terrifiant. Et en un siècle, ça va peut-être monter de 20 à 30 centimètres. Donc, on ne saura pas, dans un siècle, rehausser les digues de 20 à 30 centimètres. Donc, quand j'ai vu ça, pour moi, je me suis dit, on ne peut pas prendre au sérieux ces gens-là. Alors, je vous arrête une seconde, Christian Géraudot, parce que quoi. Je rappelle aux auditeurs de Radio Courtoisie qu'à la fin du dernier âge glaciaire, il y a 20 000 ans, le niveau de la mer a augmenté de 120 mètres. 120 mètres. Il a augmenté de 120 mètres, on le sait très bien. On pouvait aller à pied à l'époque en Grande-Bretagne. Voilà. Ça aurait changé l'histoire du monde, hein, parce qu'il y a longtemps qu'on aurait battu les Anglais, mais bon, la guerre de nous les avons battus à Castillon en 1453. Mais oui, mais ils repartaient toujours dans leur île et on ne pouvait pas les attaquer dans leur île, sauf Guillaume le Conquérant, mais ça c'est un autre sujet. Donc l'histoire du monde aurait été changée. Pourquoi est-ce que la mer a monté depuis la fin de la dernière glaciation de 120 mètres ? C'est bien normal. Pendant la glaciation, une grande partie du globe, hémisphère nord et hémisphère sud, était couvert d'épaisseur de glace d'un millier de mètres. La Terre s'est réchauffée, la glace a fondu, et le niveau de la mer est monté de 120 mètres. Mais ça, c'est fini depuis 10 000 ans. Ça ne font pas 2 fois ce genre de Alors, j'ai envie, Christian Géraudot, d'expliquer aux auditeurs de Radio Courtoisie l'imposture initiale. Parce que tout remonte à un savant qui s'appelait Arrhenius, éminent chimiste demeurant. Parce que le premier à avoir énoncé l'hypothèse fausse, mais un scientifique a le droit d'émettre des hypothèses, ensuite on les soumet à la discussion et à l'analyse, c'est le français Fourier, dont j'ai oublié le prénom d'ailleurs, Charles, non ? Joseph, non, Joseph, c'est le socialiste. Oui, alors c'est de Charles Fourier, je crois. J'ai un doute. Donc Fourier, le grand physicien Fourier, alors que c'est un des maîtres de la thermodynamique, si je ne m'abuse, non ? Pas seulement. Ouais, mais d'accord, des mathématiques aussi, bon. Et Fourier avait prévu l'effet de serre dû au gaz carbonique, et ensuite Arrhenius, le savant suédois, vers 1890, etc., a lui-même fait des calculs qui sont en gros ceux du GIEC d'aujourd'hui, consistant à dire le gaz carbonique, ça va augmenter la température dans l'avenir de 5 degrés. Alors on oublie de dire 2 choses. La première, c'est que Arrhenius s'en félicitait. Évidemment, il était suédois, alors 5 degrés de plus à Stockholm, mais après tout, ça n'est pas la catastrophe. Hein. La deuxième chose, c'est que sa théorie elle-même a été controuvée, même pour les réchauffistes d'aujourd'hui, parce qu'en fait, lui, il voulait expliquer la succession des ères glaciaires et des ères de réchauffement. Et aujourd'hui, on admet, et les climatologues les plus réchauffistes l'admettent aussi, que la bonne théorie, c'est la théorie astronomique de Milankovitch, qui explique ces ères glaciaires par l'évolution, la variation de la position de la Terre par rapport au Soleil lorsqu'elle décrit l'ellipse autour du Soleil. Bon. Et donc l'hypothèse d'Arrhenius pour le passé est abandonnée même par les réchauffistes d'aujourd'hui. Alors, François Jardet. 1900, les premiers spectromètres infrarouges, ce qui permet de mesurer justement les fréquences de vibration de la vapeur d'eau et du dioxyde de carbone, ont fait les progrès, et
Ångström dit mais les bandes d'absorption du CO2, d'abord on s'aperçoit qu'il n'y en a que 2, comme le prévoit la symétrie. Ça, Arrhenius ne pouvait pas le savoir. Effectivement, Ouais. il avait travaillé sur une seule. Il y en a 2, et c'est saturé. Et cette théorie comme quoi les bandes d'absorption sont saturées a prévalu jusque dans les années 80. Ça ne posait plus de problème. Donc vous avez Personne. redécouvert la théorie d'Ångström. D'une certaine façon. Je me suis plongé dedans, oui. Et Arrhenius en a convenu, car il y a une deuxième publication d'Arrhenius que, en général, n'est pas citée par le GIEC. Arrhenius a réduit d'un facteur 4 sa prévision de température, en reconnaissant, au vu des spectres qu'avait publié Ångström, que non, c'était pas tant que ça. Et là, aurait-il pu ajouter. Et là, ça aurait-il pu ajouter. Alors, Christian Girondeau, donc nous revenons... Je dirais que mon chemin de Damas, ma conversion, elle a débuté quand j'ai vu qu'on me disait, le GIEC affirme, il continue à affirmer, c'est repris par le pape lui-même dans son encyclique, qu'il y a des continents, des parties entières de continents, des îles qui vont être submergées parce que la mer monte de 2 à 3 mm par an. Je me suis dit, mais de qui se moque-t-on? Alors j'ai regardé le reste. Tout le reste est pareil. On nous dit qu'il y a de plus en plus de cyclones. Tout le monde se souvient, il y a 10 ans, il y a eu un cyclone épouvantable à la Nouvelle-Orléans. Katrina, il y a eu 2000 morts parce qu'ils n'avaient pas entretenu les digues. Et on a dit à l'époque, ce n'est que le début, vous allez voir ce que vous allez voir. Citez-moi un cyclone depuis Katrina. Personne ne peut en citer, il n'y en a jamais eu aussi peu. Il n'y en a même jamais eu aussi peu depuis 170 ans qu'on recense les cyclones. Alors que tout le monde avait prévu qu'il y aurait de plus en plus de cyclones et qu'on nous répète qu'il y en aura de plus en plus. Et puis, tout est comme ça. Alors maintenant, Honnêtement, là, ça prouve bien la malhonnêteté des prétendus experts, parce qu'ils ne se contentent pas de dire qu'il y aura un réchauffement, ils prétendent que le réchauffement va entraîner une aggravation des catastrophes climatiques. des catastrophes. Non, c'est pas dans le rapport du GIEC, ça. Non, mais c'est ce qu'on dit dans la C'est presse. dans les déclarations, des dirigeants du GIEC. Et des dirigeants politiques. Voilà. Fabius et Oui, Hollande disent ce genre de choses. Oui, mais par exemple... Mais le rapport dit pas ça. Autre élément qui, moi, m'a laissé absolument stupéfait. Il y a eu un rapport du GIEC spécial, il y a 3 ans, sur l'énergie. Que dit ce rapport? 80% de l'énergie dont l'humanité a besoin pourra être fournie en 2050 par les énergies renouvelables. Il y a un organisme très sérieux qui s'occupe d'énergie, qui s'appelle l'Agence internationale de l'énergie, qui nous dit en 2050, 80% de l'énergie dont aura besoin la planète continuera à être fournie par les énergies fossiles. Ça paraît Ce qui est- vraisemblable. mais c'est L'énergie fossile, absolument c'est-à-dire le certain. gaz, le charbon et le pétrole. Ben, on le sait très bien, puisqu'on connaît les prévisions, c'est combien on construit de centrales à charbon, combien on vend de voitures, donc il n'y a aucun doute possible. C'est l'Agence internationale de l'énergie qui a raison. Le GIEC ose dire que 80% de l'énergie sera fournie par les énergies renouvelables, c'est-à-dire les énergies solaires et les énergies éoliennes qui ne marchent, qui sont complètement intermittentes, qui marchent pour le... Il faut du soleil et il faut du vent. 15% du temps pour le solaire et 20% du temps pour les énergies éoliennes. Donc c'est un mensonge éhonté. Et là où je rejoins le professeur François Gervais, qui est avec nous, c'est que c'est pas du tout ce que disent les experts du rapport. C'est ce que déclarent les responsables du GIEC, qui est le contraire de ce qu'il y a dans les rapports. Et c'est la méthode de travail du GIEC. Donc, bien entendu, le GIEC le GIEC en tant qu'entité avec des centaines de rapporteurs ne dit pas du tout ce que déclarent les responsables du GIEC. Alors le GIEC, rappelons aux un auditeurs de Radio travestissement. Courtoisie qu'en français, ça veut dire le Groupement international d'experts sur le climat. En anglais, c'est différent. Intergouvernemental, pardon. C'est totalement différent. Et que le GIEC est en fait une émanation de l'Organisation météorologique mondiale, l'OMM. D'ailleurs, les Et bureaux des Nations Unies. Oui, mais enfin, l'OMM, c'est une filiale des Nations Unies, Oui. une succursale. De manière, c'est une- Et d'ailleurs, le GIEC est logé dans les locaux de l'OMM à Genève. Bien. Il est logé avec 12 personnes. Alors pourquoi est-ce que je dis ça? Il y a un secrétariat du GIEC. Ce qui est très important, c'est de comprendre que cet organisme ne comporte aucun expert. C'est un organisme politique. Et GIEC est une traduction malhonnête, parce que le vrai titre de l'organisme, il est en anglais, c'est Intergovernmental, donc on représente bien les gouvernements, Panel on Climate Change. Où est l'erreur?
Il n'y a pas le mot expert. Échantillon, enfin oui. C'est Groupe sur le changement Ça ne climatique. devrait pas être GIEC, ça devrait être GIC. Groupe intergouvernemental sur le changement climatique. Eh bien, on a mis le mot expert dedans. Ils n'ont pas un seul expert. Donc, ce sont des gens qui ne sont pas des experts, mais par contre, qui sont des ayatollahs. Ils sont tout à fait convaincus de ce qu'ils disent et qui, comment dirais-je, prennent les rapports d'experts et leur font dire le contraire de ce que disent les experts. Donc il y a plusieurs étages dans l'intoxication dont nous sommes victimes. Il y a ce que disent les experts, qui parfois sont tendancieux. Il y a ce que le GIEC en fait. Et il y a ensuite ce que les commentateurs, les hommes politiques, les journalistes ajoutent à ce qui est dans le rapport du GIEC et qui va parfois être très au-delà. Non, je ne suis pas tout à fait d'accord. C'est un genre C'est d'eau. pas les journalistes qui ne font pas leur métier. Ils reproduisent ce que disent les responsables du GIEC. Les déclarations disant qu'on peut subvenir à 80%... Ne lisez pas les articles d'un certain Stéphane Foucard dans Le Monde, que ce gars-là, il mériterait le prix Lysenko, franchement. Écoutez, il ne fait que reproduire les déclarations des responsables. Il en rajoute, il met en valeur. Oui, mais peu importe, je ne veux pas faire de citer de nom ici, mais prenez les déclarations des responsables du GIEC, ce sont des mensonges éhontés. Ce qui est le plus étonnant, là je m'adresse à François Gervais, comment se fait-il que les vrais scientifiques qui contribuent à ces rapports ne le disent pas et ne démissionnent pas à fracas en disant « mais vous dites des choses qui ne sont pas dans les rapports ». C'est pas leur intérêt. Certains l'ont fait. Certains ont démissionné, considérant que ce qui était écrit ne correspondait absolument pas à ce qu'ils croyaient. Cela dit, il faut reconnaître que c'est une minorité qui l'ont fait. Il faut voir aujourd'hui, vous savez, j'ai été 16 ans directeur de laboratoire. Quand j'ai commencé, il y a une cinquantaine d'années, j'étais dans un laboratoire du CNRS. Le laboratoire était doté de crédits pour l'année, ce qui nous laissait toute latitude pour mener les recherches qu'on souhaitait. Aujourd'hui, dans mon laboratoire, 98% de l'argent vient de contrats, vient d'argent fléché, autrement dit. C'est le politique, et c'est bien légitime, qui dit, voilà, l'argent du contribuable, on va l'utiliser pour faire la recherche sur tel ou tel aspect. Bon. Mais de ce fait, inévitablement, si on veut avoir, et sinon on est étranglé, on ne peut pas travailler, la question ne se pose pas, on va travailler sur ce qui est fléché. Et au hasard, vous imaginez bien quels sont les thèmes sur lesquels un scientifique peut avoir de l'argent aujourd'hui. C'est sur la décarbonation de l'énergie, c'est sur le stockage du CO2. C'est là-dessus qu'on a de l'argent. Donc, il ne faut pas non plus leur jeter trop la pierre. Cela dit, il y a quand même une tendance très nette qu'il faut dire, qui n'est pas dans le rapport du GIEC, mais qui est dans le travail des scientifiques que le GIEC utilise. C'est ce qu'on appelle la sensibilité climatique. La sensibilité climatique, c'est de combien, alors selon les modèles bien sûr, de combien, selon les modèles, se réchaufferait la Terre si on doublait le taux de CO2 dans l'air. Il était de 0,03% au 19e siècle, il est passé à 0,04%. Qu'est-ce qui est passé à 0, le taux de CO2 dans l'air. Oui. 0,03% à 0,04%. On peut parler peut-être en partie pour million, non si vous voulez. 380 parties pour million. Très bien, on est à 400 aujourd'hui. 400 parties pour million. Bon. Si on doublait, si on passait de 400... C'est en volume ou en masse, d'ailleurs? C'est en volume. En volume. Si on doublait aujourd'hui, un certain nombre de scientifiques publient, il y en a des dizaines et des dizaines, valeurs qui sont reprises d'ailleurs dans le rapport du GIEC, et ils nous disent de combien ça se réchaufferait selon leur modèle. Le problème, c'est que si on regarde les valeurs qui étaient publiées en 2002, ça pouvait atteindre 6 degrés, et dans les valeurs publiées plus récemment, c'est descendu à 0,4 degrés. Alors déjà, les modèles ne sont pas d'accord entre eux. Bon. Non mais attendez, ça c'est une raison bien simple, professeur François Gervais. C'est au fait que depuis 1998, les modèles ont été invalidés par le fait que la température n'a pas augmenté. Exactement. Ça fait quand même, combien, 98, 17 ans 17 ans que la température n'augmente pas, elle se refuse à obéir au modèle du GIEC. Et donc les chercheurs s'en rendent compte, qu'est-ce qu'ils font? Ils diminuent la sensibilité. C'est ce que nous avions expliqué lorsqu'en 2010, nous avons attribué le prix Lysenko de désinformation scientifique à Jean Jouzel. Nous avons dit, mais c'est quand même incroyable, les modèles du GIEC, les modèles d'analyse du réchauffement climatique mondial, ils ont été calibrés sur la période 1975-2000. Exactement. Bon. Or déjà, le problème, c'est qu'ils ne rendaient pas compte de ce qui était
avant 1975. Car la température avait baissé entre 1950 et 1975. Et elle était montée de la même quantité entre 1910 et 1945 que entre 1975 et 2000. De la même quantité dans le même temps. Alors, le modèle du GIEC, les paramètres du modèle qui avait été calibré sur la période 1970-2000 ont été, ne correspondaient pas, ne rendaient pas compte de la baisse de la température qui n'aurait pas dû avoir lieu d'après le modèle avant 1970. Et donc, on a introduit une hypothèse ad hoc. C'est toujours gênant dans les modèles quand on commence à les bricoler pour rendre compte de la réalité avec des hypothèses ad hoc, en disant c'est à cause de l'émission de poussière. Voilà. Moi, j'ai pas tellement, je n'ai même pas d'idée sur ce sujet. Mais l'approche est quand même différente et je reviendrai. Je trouve que mon voisin, le professeur François Gervais, est très indulgent avec ses confrères. Et je reviens sur le dossier de l'énergie. Le rapport qui a permis aux responsables du GIEC de dire que 80% de l'énergie pourrait être fournie en 2050 par les énergies renouvelables, alors que l'Agence internationale de l'énergie dit que ce sera 5%. Ce rapport est co-signé par 1285 experts. C'est lamentable. Et bien, sur ces 1285 experts, il n'y en a pas un, à ma connaissance, qui a dit « Mais vous vous fichez de qui pour parler de 80% alors que ce sera 5% ?» Parce que les experts en question ne sont pas des experts de la production d'énergie. Mais non, mais c'est ça, c'est tout ça, la manipulation du GIEC. Il y en a qui sont spécialistes d'hydraulique, il y en a qui sont spécialistes de panneaux photovoltaïques. Oui, mais là, écoutez, alors je vous arrête. Non, Christian Girondeau, je vous arrête parce qu'en face de nous avons le bon spécialiste. Car tout l'échafaudage scientifique de la thèse actuelle qu'on nous répète inlassablement sur le réchauffement climatique est fondé sur ce qu'on appelle l'effet de serre, et essentiellement parce qu'il y a aussi d'autres gaz émissifs ou gaz à effet de serre, sur le gaz carbonique, le dioxyde de carbone, CO2. Bon, or, j'ai en face de moi le professeur François Gervais, éminent spécialiste des questions de rayonnement et de thermodynamique, bon, donc de l'effet de serre, qui a écrit des quantités d'articles sur la question dans les revues scientifiques, qui était vraiment qui était une autorité reconnue en la matière, qui a même été rapporteur pour le GIEC. Bon. Or, il nous dit que, ça c'est un fait scientifique incontestable, que l'effet d'absorption ou l'effet de serre exercé par le gaz carbonique CO2 ne s'exerce que pour deux fréquences, 20 et 70 THz, et qu'on est déjà quasiment à saturation, donc que tout le gaz carbonique qu'on peut ajouter, quelle que soit son origine, qu'il soit anthropique ou pas anthropique, que ce soit l'homme ou une autre cause, ça ne changera rien à l'effet de serre exercé par le gaz carbonique. Très peu. Très peu. Bon, alors c'est quand même énorme, si vous voulez. Mais je veux dire, là j'expliquais en 30 secondes, en essayant de faire un résumé d'un livre qui fait quand même 300 pages, qui est le livre de L'innocence du carbone de François Gervais, mais ça suffit à démolir l'échafaudage. Oui, mais si je peux me permettre, on n'est plus dans le domaine de la rationalité. Dans cette émission, si, ça doit être rationnel. Il est parfaitement rationnel, mais nous sommes dans un domaine de surinformation, pour ne pas dire de désinformation. Regardez ce qui se passe aujourd'hui quand vous ouvrez votre télévision. Tous les jours, quoi qu'il se passe, c'est le réchauffement climatique qui est en cause. Alors, je ne parle pas bien entendu des incidents d'ordre militaire ou autre, mais il pleut quelque part, c'est le réchauffement climatique. Il fait sec quelque part, c'est le réchauffement climatique. Il y a une grande tempête, etc., etc. Donc, nos esprits, et j'en fais partie, le professeur François Gervais en a fait partie aussi, ont été saturés, formés, à un point tel que finalement il y a peu de gens qui se disent mais c'est pas possible que tout ce qu'on nous raconte soit faux. Il y a au moins une partie qui est vraie. Or il y a rien de vrai. On nous dit que les ours blancs disparaissent. Il suffit d'aller sur internet et de taper Polar Bears pour voir que le Canada et le Groenland viennent de rouvrir la chasse aux ours blancs parce qu'il y en a trop. Eh bien, faites un sondage d'opinion, vous avez 98% des Français qui sont persuadés que les ours blancs sont en voie de disparition. Donc on est devant un matraquage tel que la rationalité... Je dis quelquefois, essayer d'être rationnel. Ou plus exactement, sur ce terrain-là, il n'y a aucune chance de gagner. Moi, je me place sur un autre terrain que je développe, mais on en parlera peut-être un autre jour dans un autre ouvrage. Alors oui, parce que mon petit doigt m'a appris, cher Christian Girondeau, qu'après avoir écrit
CO2 à mythe planétaire, vous concoctez pour la COP 21 qui commence en décembre, enfin le 30 novembre, un autre livre qui va décoiffer les réchauffistes. Écoutez, j'en sais rien, mais il se place sur un autre terrain. Parce que la politique qui est proposée par la voie officielle, le GIEC, etc., aurait, s'il était appliqué, des conséquences catastrophiques pour l'humanité. Mais elle a déjà des conséquences fâcheuses. Oui, mais là, c'est plus du fâcheux. Plus de dépenses. Oui, mais là, je pense... Regardez, chers auditeurs de Radio Contenu, votre facture d'électricité. Vous verrez une ligne qui s'appelle Contribution au service public de l'électricité. Sachez que c'est de l'argent qu'on vous vole, c'est de l'extorsion de faux, qu'on vous vole sans aucune justification économique pour le verser aux gens qui font des éoliennes et qui font des panneaux solaires. C'est bien ça. Hein. C'est tout à fait ça, mais ce dont je parle est beaucoup plus grave. Beaucoup plus grave. La facture d'électricité, c'est grave. Oui, mais vous allez voir, et je suis sûr que vous serez d'accord que c'est beaucoup plus grave. Savez-vous quelle est la première cause de mortalité sur la Terre ? Moi, j'avoue que je ne le savais pas. Le cancer. Oui, mais qu'est-ce qui... C'est bien entendu, on meurt tous de quelque chose, mais à l'origine, non. La première cause de mortalité, ce sont les foyers domestiques pour 3 milliards d'habitants de la planète, parce qu'ils n'ont pas d'autre moyen de faire leur cuisine. Le feu chez eux, vous voulez dire. Le feu chez eux. Et quoi ils font du bois, ils prennent du bois, ils prennent des broussailles, de la bouse de yak, des lignites, des excréments d'animaux. La bouse de yak, ça marche très bien. De la bouse de yak. Si vous allez au Tibet... Et ça équivaut à fumer simultanément 400 cigarettes. Ce qui n'est pas bon pour la santé. Ouais. Donc, c'est plus de 4 millions de morts par an. Et ces 4 millions de morts, pour les éviter, il n'y a qu'une méthode. Il faut leur donner l'électricité. Et pour faire l'électricité, il n'y a qu'une méthode. C'est des centrales à charbon. C'est ce que font les Chinois, où l'espérance de vie a pratiquement rejoint celle des pays développés. Et les Indiens. Mais les Indiens, malheureusement, il y a encore 300 millions d'Indiens qui n'ont pas l'électricité et 500 autres qui en ont quelques heures par jour, les bons jours. Donc, la première cause de mortalité humaine, c'est que ces gens n'ont pas l'électricité. Et si on suit la politique du GIEC et du gouvernement français, qui vient de dire qu'il arrêtait toutes les aides pour construire des centrales à charbon qui émettent du CO2, on tue les gens. En plus, accessoirement, on tue l'industrie française qui ne peut pas exporter ses centrales à charbon. J'aime beaucoup l'industrie française, mais je pense que tuer les gens, c'est encore beaucoup plus grave. Et là, on ne parle pas de petites unités, c'est 4 300 000 morts par an d'après l'OMS. Alors revenons à notre... Donc, si vous voulez, c'est pour montrer que le domaine sur lequel il me semble important d'insister, c'est celui-là. C'est-à-dire que la politique qui est préconisée au nom de la sauvegarde de la planète, c'est une politique qui a comme résultat de tuer des millions de personnes. Alors j'ai des chiffres sur le gaz carbonique qui sont irréfutables pour les réchauffistes, puisqu'ils viennent de Hervé Le Treut, membre de l'Académie des sciences, dans son livre de 2009, Nouveau climat sur la Terre. Bon. Hervé Le Treut, c'est un auteur de modèle. Hein. Et voilà ce qu'il dit dans ce propre livre, hein, lui qui est un réchauffiste. Il dit ceci... il y a des échanges de gaz carbonique entre l'atmosphère et la mer, et entre l'atmosphère et la végétation. Avec l'océan, c'est 70 milliards de tonnes par an qui sont absorbés par l'océan ou qui sont recrachés par l'océan. Les échanges naturels avec la végétation, c'est 120 milliards de tonnes par an. Et les échanges anthropiques, d'après Le Treut, c'est 9 milliards de tonnes. Donc 9 milliards de tonnes des activités humaines par rapport à 70 milliards de tonnes d'échanges naturels avec l'océan, par rapport à 120 milliards de tonnes l'échange naturel avec la végétation. C'est-à-dire que c'est marginal. Donc non seulement le gaz carbonique, on l'a vu déjà, en anticipant sur la conclusion, ça joue finalement maintenant peu de rôle dans la variation du climat, mais de plus, la part de l'homme dans cette variation du gaz carbonique, c'est epsilon. Alors, il faut bien voir que Professeur François il y a une partie du réchauffement qui est réelle, mais pour des causes naturelles. Il faut bien faire la distinction entre ce qui est les causes naturelles. Ce sont, vous avez cité les cycles de Milankovitch, mais il y en a d'autres. On s'est rendu compte depuis quelques années, en particulier, qu'il y a un cycle de 60 ans, qui joue d'ailleurs également sur le niveau des océans. Cycle solaire.
Les taches C'est un solaires. cycle qu'on appelle l'oscillation atlantique multidécennale. Ah non, c'est autre chose, c'est la mer, ça. C'est encore autre chose. Il y a le cycle de taches solaires de 11 ans. Il y a ce cycle oscillation atlantique multidécennale qui est un cycle de 60 ans. Il vient de passer une phase chaude, effectivement. Donc, si on dit les températures, on a 1/100 de degré de plus cette année, oui, non, on ne dit pas le contraire. Et il y a également un cycle qui, lui, est à peu près 250 ans. Et il se trouve que ces deux cycles, 60 ans et 250 ans, sont tous les deux passés par un maximum durant la première décennie de ce siècle. Et ça veut dire qu'ils vont redescendre. Ça veut dire qu'il va faire froid. Il va faire froid. Tout ça, ça joue sur des fractions de degrés. Hein. Parce que d'après la théorie de Milankovitch, l'ère glaciaire va bientôt s'approcher. Oui, mais ça, c'est un cycle très long. C'est pas pour très tout long. de suite. Là, je parle de cycles relativement courts. Et si on regarde les mesures, alors ça, on ne le dit jamais, mais c'est pour ça que sur Radio Quartosi, il faut le dire. Si on regarde les mesures les plus précises, C'est la radio de la vérité. Voilà. celles qui sont faites par les satellites. Les mesures par satellite montrent que depuis 2002, on est déjà sur une très légère descente de la température qui correspond bien au fait qu'on a passé le sommet du cycle. Attendez, je vous arrête parce que moi j'avais lu et plusieurs fois que depuis 1998, la température moyenne mondiale calculée par les experts du GIEC n'avait pas monté. Oui, mais même elle a commencé maintenant à redescendre depuis 2002. Je crois sur ce point, Christian Giraudeau. permettre que la comparaison avec un escalier explique tout. Autrement dit, il y a eu une augmentation jusque vers 1998. Depuis 1988, on est sur un palier, et le professeur François Gervais nous dit même qu'il commence à descendre, ce qui n'empêche qu'on est plus haut que les marches qu'il y avait avant. Je vous arrête parce que tout dépend, quand on dit qu'il y a réchauffement climatique, tout dépend de la période de référence. Car, alors si j'avais le temps, je vous parlerais, chers auditeurs de Radio Courtoisie, d'un des truandages du GIEC, c'est la fameuse courbe en hockey, en forme de crosse de hockey, la courbe de Michael Mann, qui est un truandage pur et simple, qui escamotait de deux événements importants de l'histoire de l'humanité récente. C'est l'optimum médiéval. Au Xe, XIe siècle, il faisait plus chaud qu'aujourd'hui. Et je vous rappelle qu'il y a une manière simple de se le rappeler, de le comprendre, c'est que le Groenland, pour ceux qui parlent un tout petit peu anglais, c'est du danois ou du norvégien, mais ça ressemble beaucoup à l'anglais Greenland, ce sont des langues germaniques, et ça veut dire la terre verte comme Greenland en anglais, Groenland, ça veut dire la terre verte. C'est-à-dire qu'au Xe siècle, lorsque les Scandinaves ont découvert cette terre, ils l'ont appelée la terre verte parce qu'à l'époque, on pouvait y faire de la vigne, on pouvait y cultiver le blé, ce qu'on ne peut plus faire aujourd'hui. Bon. Donc, il n'y a pas de réchauffement climatique par rapport au Xe siècle. Deuxièmement, il y a un réchauffement climatique par rapport à l'époque de Louis XIV, qu'on a appelé le petit âge glaciaire. Tout à fait. À l'époque de Louis XIV, qui, je vous le rappelle, est mort en 1715, c'est-à-dire vers 1705-1710, il faisait si froid l'hiver qu'on pouvait traverser à cheval la Seine à Paris. Vous vous rendez compte ? Bon. Donc évidemment, quand on compare la température de 2015 par rapport à celle de 1715, alors là, d'accord, il y a un réchauffement. Par rapport, en revanche, à 1015, c'est l'inverse. C'est un refroidissement. Voilà. Et on le sait de deux façons. Sous le règne de Louis XIV a été inventé le thermomètre. Et Galilée a également perfectionné la longue vue pour inventer ce qu'on a appelé la lunette astronomique. Cette lunette astronomique a permis de compter les taches à la surface du Soleil. C'était Copernic la connaissait, sinon il n'aurait pas pu découvrir le phénomène de rotation de la Terre autour du Soleil. La lunette astronomique, ce n'est pas Galilée, c'était avant. Bon, On l'attribue, c'est un perfectionnement de la longue vue. Il l'a perfectionné peut-être, mais c'était... Enfin bon, peu importe. Toujours est-il qu'on sait compter les taches solaires. Effectivement, dans la période qu'on a appelée le petit âge glaciaire, il n'y avait plus de taches solaires. Donc 1700, hein. Oui. Et après, le Soleil s'est mis à sortir de sa sieste. Donc la théorie de Vincent Courtillot, qu'on appelle un solariste par rapport au carboniste, est renforcée par cette observation. Tout à fait. Et le plus ancien thermomètre que l'on ait, que le thermomètre qui se trouve en Angleterre, montre que effectivement, depuis cette période-là, la température a augmenté d'1 degré. Donc là, il y a à la fois l'activité solaire qui montre que on est passé par un minimum, mais il s'est bien rattrapé depuis, avec un paroxysme durant la deuxième moitié du XXe siècle. Donc, il y a ces cycles
Et ce phénomène solaire, tout s'est conjugué pour donner l'impression. Donc, Christian Gérondeau va dire que je suis trop gentil avec mes collègues, mais on pouvait s'y tromper. Effectivement, il y a eu une conjonction de plusieurs choses qui ont fait qu'effectivement, en 1975 et 1998, il y a eu une montée assez rapide. Mais ça n'était jamais que la phase montante d'un cycle qui est une sinusoïde. Et en science, habituellement, on n'extrapole pas la phase montante ou la phase descendante d'un cycle pour prévoir l'avenir. Oui, Christian Gérondeau, alors... Oh ben écoutez, moi je ne peux qu'être d'accord, j'écoute avec beaucoup d'intérêt, mais ce qui a été dit sur le fait qu'aux alentours de l'an 1000 et encore pendant 1 ou 2 siècles, la température de la Terre était plus chaude qu'aujourd'hui, il y a une autre confirmation, c'est l'époque où la France s'est couverte de cathédrales et de châteaux. Pour construire des cathédrales, Dieu sait que c'est quelque chose qui rapporte rien, il faut pouvoir dégager de la main-d'œuvre. Pour pouvoir dégager de la main-d'œuvre, il faut qu'il y ait de bonnes récoltes, et s'il n'y avait pas eu cette période chaude, nous n'aurions pas les cathédrales. C'est pas un hasard. Alors, je rappelle au passage qu'à cette période chaude, au 10e, 11e, 12e siècle, après Jésus-Christ, il n'y avait pas d'exploitation du charbon, la production d'énergie fossile. Il y avait peu de circulation automobile. Il y avait peu de circulation automobile. Avant que vous ne lisiez les messages des auditeurs de Radio Courtoisie, chère Jacqueline, je voudrais dire tout de suite aux auditeurs de Radio Courtoisie qu'il n'y a, contrairement à ce qu'ils disent dans les journaux ou ce qu'ils entendent à la télévision, il n'y a pas de consensus. J'ai recensé pour ma part 5 membres de l'Académie des sciences françaises qui sont, comme disent les gens des médias hostiles à eux, sceptiques ou climato-sceptiques. C'est Claude Allègre, bien sûr, Claude Allègre, qui n'est pas n'importe qui a quand même été ministre de l'Éducation nationale, Vincent Courtillon, Jean-Louis Lemuel, Paul de Vels qui est patron d'émission à Radio Courtoisie, et aussi Jean Dercourt. Et je rappelle... Il y en a d'autres. Hein. Il y en a d'autres aussi, mais moi j'en cite quelques-uns. Et je rappelle que pour ma part, moi, mon dégrisement, alors je n'avais pas étudié la question, hein, mais j'avais lu déjà bien longtemps dans le livre de Michel Poniatowski, L'avenir n'est écrit nulle part, qu'il y avait un réchauffement climatique, il avait entendu parler, parce que ça commençait déjà dans les années 80, hein, et même 70. Mais j'ai lu dans le numéro de juillet-août 2007 de la Nouvelle Revue d'Histoire un entretien avec Marcel Leroux, le grand géographe qui dirigeait un laboratoire de climatologie et qui explique vraiment avec des arguments très forts, fondés sur l'observation du climat dans l'histoire, que tout cela est totalement bidon, totalement inventé. Joël. Ah non, c'est pas Joël. Jacqueline, pardon, excusez-moi. Jacqueline. Alors, vous écoutez Radio Courtoisie, le libre journal d'Henri de Lesquen, qui reçoit dans cette première partie, sur le thème de l'émission Réchauffement climatique, la question « Le carbone est-il coupable ?» Alors, Christian Gérondeau, ingénieur, président délégué à la mobilité et à l'environnement de l'Automobile Club, membre du conseil consultatif académique du Global Warming Policy Foundation, et François Gervais, physicien spécialiste de thermodynamique, professeur émérite à l'université François Rabelais de Tours. Alors, un auditeur, vous oubliez 2 cyclones aux Philippines. C'est peut-être pour Monsieur Gérondeau. Un auditeur, vous parlez du postulat selon lequel il y a un réchauffement climatique. Or, vous n'en savez rien. La seule certitude est une évolution climatique, ce qui est normal puisque la nature est vivante. Cet auditeur ne nous a pas bien écoutés. Un auditeur de Radio Courtoisie, pourquoi raconter des balivernes et faire peur aux gens? Dans quel but? Un auditeur de Radio Courtoisie, si la réunion sur les réchauffements climatiques est aussi sérieuse que le sang contaminé, on a tout à craindre. Un auditeur, il est certain que le nombre de plus en plus important d'avions en circulation pollue l'atmosphère. Il suffit de voir les ennuis respiratoires qui ne cessent d'augmenter. Sujet différent. Oui. Une auditrice, que pensez-vous de l'affaire Philippe Verdier, ex-présentateur expulsé, présentateur météo de France 2, expulsé pour avoir écrit son livre Climat Investigation, et est accusé d'être un climato-sceptique. Pouvez-vous nous parler de la COP21 ?
Une auditrice, les médias ne sont pas toujours à l'unisson. En effet, nous avons l'exemple de ce présentateur de la météo qui s'est fait remercier pour avoir écrit un livre décapant, ou dérangeant, pardon. Un auditeur de Radio Courtoisie, le niveau 0 des mers du globe a été établi à Marseille il y a 130 ans. Le marégraphe de Marseille, installation officielle, est toujours en activité, enregistre les micro-variations du niveau 0 des mers du globe. Le niveau 0 n'a pas varié depuis 130 ans. Monsieur Gérondeau, seriez-vous en train d'oublier, premièrement, le coefficient de dilatation de l'eau se transformant en glace, deuxièmement, le théorème d'Archimède, ainsi la fonte des banquises entraînerait la baisse du niveau des mers. Cela est indiscutable. Alors, réponse aux questions, François Gervais. Alors, sur les cyclones, puisque c'est toujours ça qui revient en avant, si on lit la partie sur ce qu'ils appellent phénomène extrême dans le rapport du GIEC, lisez-le. Alors c'est en anglais, mais lisez-le. Le GIEC ne prévoit absolument rien pour mettre sur le compte de ce pauvre CO2 qui n'en peut mais une activité cyclonique. Cette activité a diminué depuis le début de ce siècle, alors que le taux de CO2 a augmenté dans l'air. Donc il n'y a manifestement aucune corrélation entre les deux. C'est purement gratuit et ça n'est pas dans le rapport du GIEC. Ce genre d'affirmation. Là, vous allez un peu loin, François Gervais. Le rapport du GIEC dit bien, affirme bien qu'il y a les émanations de CO2 de l'homme sont la cause du réchauffement climatique et que celui-ci est mauvais. Mais que le réchauffement... Attention, sur le fait qu'il y ait un petit réchauffement lié à la fraction liée aux activités humaines, le fait de brûler des combustibles fossiles, tout est dans la proportion de réchauffement. J'ai moi-même publié que ça pourrait réchauffer de 0,1 degré. Je suis un réchauffiste, si vous voulez. 0,1 degré. Réchauffiste modéré. Voilà, très modéré. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'effet, il y a un petit effet. Mais ça n'a rien à voir, d'une part, avec la variabilité naturelle du climat, qui est et qui a toujours été et qui continuera. Et je rappelais là qu'on est plutôt sur une tendance, on a passé un maximum, mais on va plus vraisemblablement avoir, enfin c'est ce que nous disent les mesures par satellite. C'est pas ce que nous disent les modèles. Les modèles nous disent ça va continuer à se réchauffer. De combien ? Ils sont pas du tout d'accord entre eux. Il y a une palette de 1 à 10 entre les prévisions selon les chercheurs. La tendance est plutôt déclin, comme vous le rappeliez tout à l'heure, parce que justement, depuis maintenant 18 ans et 8 mois pour être précis, la température mesurée par satellite n'a pas augmenté. Autre question non Oui, quelques autres. Alors sur les marégraphes, oui, je rebondis là-dessus parce qu'effectivement, les marégraphes, depuis très longtemps, nous indiquent le niveau relatif de la mer. On ne voit pas exactement la même chose partout. Le niveau des eaux monte, bizarrement, sauf autour des îles. Oui. Puisqu'on s'aperçoit au contraire que certaines îles ont tendance, au contraire, à augmenter de surface. Certaines îles du Pacifique. Alors qu'est-ce qui se passe ? C'est là encore... Alors c'est une chose que j'ai trouvée en lisant le rapport du GIEC, dans le premier brouillon du rapport du GIEC. J'ai vu cette courbe montrant l'élévation de la mer, qui est donc établie par les spécialistes de ces questions. Et Mais c'est 3 cm en un siècle. C'est moins que ça. C'est moins que ça. Si on regarde l'évolution, on s'aperçoit que ça a été quasiment zéro. C'est monté à 3-4 mm par an. C'est redescendu et c'est remonté actuellement effectivement à 3,3 mm par an. Simplement, ça suit le cycle de 60 ans dont nous parlions tout à l'heure. Et ça se voit extrêmement bien, justement, dans les observations faites par le GIEC. Et donc, si on fait abstraction de ce cycle de 60 ans, en ce moment, on est effectivement à 3 mm par an. Ce qui est d'ailleurs pas catastrophique, comme le rappelait Christian Gérondeau. Mais si on prend la moyenne de tous les marégraphes du monde, c'est 1,7, 1,8 mm par an. Ça nous fera même pas un double décimètre à la fin du siècle. Ouais, donc c'est négligeable. Pas la peine de s'affoler.
Un auditeur nous dit « Émission passionnante, peut-on parler des épandages aériens quotidiens qui semblent se dérouler sans donner d'informations ?» Un auditeur, Les épandages aériens, je ne sais pas de quoi il s'agit. De toute façon, ça n'a pas de rapport avec le sujet. J'aimerais que l'on parle de l'effet du réchauffement climatique sur l'activité des volcans. Et une auditrice, émission intéressante, alors elle nous dit pourquoi ne pas manifester avec des arguments contre tous ces mensonges, montrer au monde que nous ne sommes pas dupes. Alors sur les volcans, je crois que la question a été mal transcrite, c'est l'inverse, c'est-à-dire que il y a un effet des volcans sur le climat, Bien sûr. mais qui est inverse, qui est un refroidissement climatique. Alors, un volcan émet parmi un certain nombre de gaz, des gaz à effet de serre, effectivement. Donc ça devrait réchauffer. En réalité, c'est pas ce qui se passe. C'est l'inverse. Oui, c'est exactement l'inverse. C'est exactement, quand on parlait de modèles, les premiers modèles de climat programmés sur carte perforée dans les années 60, à ce moment-là, on assistait à un refroidissement de la Terre. Donc les premiers modèles de climat prévoyaient un refroidissement plus grand encore. Comment ? Oui, je rappelle aux auditeurs de Radio Courtoisie qu'à l'époque, dans les années 50-60, la prophétie générale, c'était qu'on allait vers un âge glaciaire. Enfin, que beaucoup de journaux faisaient des prévisions catastrophiques, mais inverses de celles qu'on nous fait maintenant. Exactement. Et donc, dans ce modèle de climat... La glacière et pas le grille-pain. Publié, par exemple, par Rasoul et Schneider, c'est resté célèbre dans la prestigieuse revue Science, et ils disaient, bon, ben voilà, d'ici l'an 2000, on va se refroidir de 3 degrés. Comment ils calculaient cela ? Eh bien, ils disaient, voilà, les aérosols, exactement la même chose que ce qui est émis par un volcan dès lors que c'est envoyé à très haute altitude. Comme le Pinatubo, il y a quelques années. Le dernier en date, le dernier important en date de ce point de vue-là, qui a provoqué une petite catastrophe écologique, puisque la température a baissé de 0,5 degrés en une année. Terrible. Donc, simplement, les poussières, effectivement, envoyées dans la haute atmosphère, réfléchissent les rayons du soleil sans que ceux-ci viennent réchauffer la Terre, et donc c'est un effet refroidissant. Pour avoir un effet refroidissant dans un modèle, il suffit de tourner à fond le bouton aérosol et hop, on s'aperçoit que le modèle dit on va vers un refroidissement. Quand en 1975, la courbe de température s'est inversée, ça s'est mis à se réchauffer, bon, pas de problème. Comment faire du chaud avec du froid ? Ils ont mis le bouton aérosol à 0, et ils ont mis le bouton effet de serre à fond, parce qu'il faut savoir qu'il y a tout de même 300 paramètres ajustables dans les modèles de climat. Et donc à ce moment-là, on a la courbe, le cycle qui descendait s'est mis à monter, et au lieu d'extrapoler la phase descendante, on a extrapolé la phase montante. C'est absurde. C'est absurde. François Gervais, nous allons faire une pause pour écouter un message important pour la vie de Radio Courtoisie. C'est une langue belle, avec des mots superbes, qui porte son histoire à travers ses accents. Cette langue belle, Radio Courtoisie continue de l'honorer. Dimanche 8 novembre, nous célébrerons le 28e anniversaire de Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Dimanche 8 novembre, à midi, venez déjeuner avec les patrons d'émissions de Radio Courtoisie dans le salon de la péniche Les Calanques, face au 52 quai du Point du Jour à Boulogne-Billancourt, Hauts-de-Seine. Le prix Jean Ferré 2015 sera décerné, à l'issue du repas, à la personnalité qui a, selon les auditeurs de Radio Courtoisie, le mieux servi la langue française durant les 3 dernières années. Réservez dès maintenant en envoyant un chèque de 49 € par personne à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Veuillez joindre une enveloppe timbrée et libellée à votre adresse pour recevoir vos billets d'entrée. Vous pouvez aussi participer au premier tour du prix Jean Ferré en envoyant dès maintenant à Radio Courtoisie un bulletin de vote établi sur papier libre où vous porterez le nom de votre choix. Au dimanche 8 novembre, à midi, sur la péniche Les Calanques, passe au 52 quai du Point du Jour à Boulogne-Billancourt pour le déjeuner d'anniversaire de Radio Courtoisie. C'est une langue belle qui sait la défendre. Elle offre les trésors de richesse infinie, les mots qui nous manquaient pour pouvoir nous comprendre, et la force qu'il faut pour vivre en harmonie. Et oui, chers amis auditeurs de Radio Courtoisie, venez donc, si vous le pouvez, bien sûr, à cette fête d'anniversaire de Radio Courtoisie. Mais vous pouvez tous, même ceux qui ne peuvent pas y venir, et il n'y a que 200-300 personnes qui pourront venir sur les 800 000 auditeurs de Radio Courtoisie, donc c'est un tout petit nombre. Mais vous pouvez tous voter pour le premier tour du prix Jean Ferré. Écrivez-nous, simplement, comme il a été dit,
pour nous dire, voilà telle est la personnalité qui, selon moi, a le mieux défendu la langue française dans les 3 dernières années. J'ai déjà dit pour ma part, car je ne suis pas pour le secret du vote, en tout cas je dis pour qui je vote cette année pour Renaud Camus, voilà. le grand écrivain Renaud Camus, qui est notamment l'auteur d'une formule controversée mais très parlante, celle du grand remplacement. C'est un sujet qui n'a pas grand-chose à voir avec le réchauffement climatique. On nous dit, un auditeur de Radio Courtoisie, le livre « L'innocence du carbone » de Monsieur Gervais n'est plus disponible en librairie. Va-t-il être réédité ? J'espère qu'il va être bientôt réédité. Donc François Gervais, L'innocence du carbone, l'effet de serre remise en question, chez Albin Michel. Donc il est épuisé, ça prouve quand même qu'il a connu un certain succès. On le trouve encore à la FNAC. On le trouve encore à la FNAC, donc il n'est pas épuisé. Peut-être qu'on le trouve aussi sur Amazon, chez votre libraire. Bon, alors je voudrais que vous reveniez sur les principaux éléments du débat scientifique, de l'analyse scientifique du sujet. Bon, premièrement, qu'est-ce que c'est que l'effet de serre et comment l'eau, d'une part, la vapeur d'eau qui est dans l'atmosphère et le gaz carbonique contribuent-ils respectivement à l'effet de serre ? François Gervais. Chacun sait que la Terre est chauffée par le Soleil. C'est la seule source de chaleur que nous ayons. Et en bonne thermodynamique, la chaleur reçue doit être réexpédiée intégralement vers l'espace, sinon la Terre se réchauffe ou se refroidit. C'est tout l'enjeu de la question. Donc, le Soleil chauffe la Terre, il chauffe principalement d'ailleurs les océans, et ensuite, cette chaleur va être absorbée par toutes les molécules qui comportent au moins 2 atomes différents. La première, c'est la vapeur d'eau, de l'hydrogène et de l'oxygène. H2O. H2O. Et la deuxième, par l'ordre d'importance, c'est le CO2, le dioxyde de carbone. Donc, qui absorbe effectivement le rayonnement thermique réémis vers l'espace par la Terre à des fréquences très précises qui se situent dans la partie infrarouge du spectre électromagnétique. À l'heure actuelle, heureusement qu'on a ça. Sinon, alors c'est surtout la vapeur d'eau qui fait le gros du travail. Le CO2 est en appoint, mais heureusement qu'on a ça. Je voudrais bien que les auditeurs de Radio Courtoisie comprennent, et accessoirement que je comprenne aussi. On parle d'effet de serre, vous m'avez dit, je crois que le terme... C'est impropre comme terme, oui. Mais c'est une image. Alors, dans une serre de jardinier, le soleil passe à travers la glace, il frappe, les rayons du soleil frappent les plantes, l'ensemble de ce qui est dans la serre, et ce rayonnement est transformé en chaleur, et donc ça produit des rayonnements infrarouges qui sont invisibles, l'œil humain ne les voit pas, et qui sont arrêtés par la vitre qui est opaque. C'est opaque pour les rayonnements infrarouges, c'est-à-dire que ça laisse passer les rayons dans le spectre visible, et ça les arrête lorsqu'ils sont émis. Exactement. C'est bien le fonctionnement de l'effet de serre. C'est exactement ça. Bon. De la vitre de la serre, c'est comme ça effectivement que ça Alors, fonctionne. quelle différence y a-t-il entre l'effet de serre de la serre, de la vraie serre de jardinier, et ce qu'on appelle... vulgairement, l'effet de serre du climat et de l'atmosphère terrestre. Chacun s'en rend compte. Dans l'air, il peut y avoir du vent. Tout ceci est convectif, bouge beaucoup. C'est plus compliqué. C'est plus compliqué, effectivement, qu'une simple vitre de serre. Mais on va retrouver un peu la même philosophie, à savoir les molécules dans l'air qui sont composées de 2 atomes différents. C'est-à-dire ni l'oxygène ni l'azote, qui sont les principales molécules dans l'air, mais c'est le même atome. Donc eux ne sont pas des gaz à effet de serre. Les autres vont effectivement absorber le rayonnement qui vient de la Vous comprenez, Terre. chers auditeurs, l'air que vous respirez, l'air qui constitue l'atmosphère terrestre est constitué principalement d'oxygène et d'azote, mais l'oxygène et l'azote n'interviennent pas dans l'effet de serre. Ce qui intervient, c'est ce qui est... C'est d'abord la vapeur d'eau. En petite proportion, Il y en l'eau, a- H2O, la vapeur d'eau, l'eau sous forme de vapeur, et ensuite le dioxyde de carbone, gaz carbonique, CO2. L'eau entre 1 et 5% dans l'air selon l'humidité de l'air. Bon. La vapeur d'eau n'est pas un problème dans la mesure où, bien sûr, elle absorbe une partie du rayonnement qui vient de la Terre, mais ça s'arrête automatiquement, car la vapeur d'eau se régule dans l'air. S'il y a trop de vapeur d'eau à un endroit, il pleut, ou il neige, ou il grêle. Alors attendez, permettez-moi Donc, ça sur ce va pas- point d'apporter un commentaire, parce que d'après ce que j'ai lu dans votre livre L'innocence du carbone et ailleurs, la vapeur d'eau, elle peut soit être dissoute dans l'air, être invisible, soit former des nuages. Tout à fait.
Et si j'ai bien compris, les nuages, ils auront deux effets. Ils ont des effets inverses. Les nuages de basse altitude, c'est facile à voir, à comprendre. Ils refroidissent, c'est un effet de couverture. Tout à fait. On voit bien que on est sous le soleil, il fait chaud, il fait beau, on est en chemisette. Arrive des nuages et tout à coup il fait froid. Et donc on se couvre parce qu'il fait froid, parce que c'est l'effet de couverture. Je crois que c'est ou l'effet parasol, quel est le terme que vous préférez ? Parasol, oui. L'effet parasol. Les nuages, surtout s'ils sont noirs évidemment, arrêtent les rayons du soleil, les renvoient vers le haut. Et donc, les nuages refroidissent. Mais, paraît-il, les nuages qui sont en haute atmosphère, alors qu'ils ne sont pas à 1000 mètres, mais à 10 000 mètres, réfléchissent directement le rayonnement du soleil. et eux, ils refroidissent. Ah bah oui, Alors, parce que c'est l'inverse. c'est de la chaleur qui Ils va ont, pas arriver ils sur ont Terre. un effet, quel terme ? Un effet inverse de l'effet parasol. Un effet d'albédo, c'est Un le mot effet qu'on d'albédo, utilise. voilà. Albédo, Ça veut c'est dire- toute la fraction du rayonnement Un solaire effet de réflexion. qui va pas arriver jusqu'à la Terre parce qu'il est réfléchi, par exemple par les glaces des Alors, banquises. ma remarque n'est pas innocente, beaucoup moins innocente que le carbone, parce que il faut que vous sachiez que les modèles dont on se gargarise sont des modèles qui ne tiennent pas compte de l'essentiel. Le professeur François Gervais vient de vous dire, chers auditeurs de Radio Courtoisie, que l'eau, c'était plus important dans la question de l'effet de serre, pardonnez-moi l'expression, que le gaz carbonique. Beaucoup plus important, moins 10 fois plus important, je crois. Oui, oui, Au tout moins à 10 fois fait. plus important. Oui, oui. Or, on ne sait pas modéliser les nuages. Là, on est vraiment dans le domaine du chaos. Parfaitement on ne exact. sait pas modéliser les nuages. Et comme l'effet des nuages varie complètement selon leur altitude et selon leur formation, ce qui veut dire que l'essentiel de l'effet des gaz à effet de serre sur le climat est impossible à modéliser. Ah si, les gens le font, mais ça donne des résultats. Non, mais il est impossible à modéliser sérieusement, parce que on ne peut pas. Quand on vous dit nos modèles sont impeccables parce qu'ils appliquent des lois physiques, c'est un mensonge, c'est une imposture, parce qu'on ne sait pas appliquer les lois physiques à la formation des nuages qui sont l'essentiel de l'effet de serre. Et donc c'est ce que j'appelle pour ma part l'effet réverbère. Vous savez c'est ce que c'est que l'effet réverbère. C'est le type qui cherche la clé sous un réverbère la nuit, la clé de sa voiture qu'il a perdue, et on lui dit mais pourquoi cherchez-vous la clé ? Est-ce que vous êtes sûr de l'avoir perdue là ? Non, mais c'est là, c'est le seul endroit où on voit. Donc les modèles, ils appliquent l'effet réverbère, ils modélisent le carbone parce que c'est plus simple. Donc c'est évidemment assez compliqué, mais c'est beaucoup plus simple que l'eau. Et finalement, avec ce raisonnement, on vous dit n'importe quoi. Et c'est ce qui explique pourquoi, quand on recense les très nombreuses publications scientifiques là-dessus faites à partir de modèles, justement, on observe une dispersion phénoménale des résultats, parce que chacun modélise un petit peu comme il veut, Les nuages, au doigt l'eau et les mouillé, nuages. ce qu'on appelle les rétroactions. Au doigt mouillé, c'est le cas de le dire. Exactement. Les rétroactions dans lesquelles il y a les nuages, il y a l'effet éventuel d'amplification de la vapeur d'eau, mais même ça marche pas, puisque quand on regarde sur les 15 dernières années, ce qu'on appelle l'humidité globale a légèrement diminué, alors que le taux de CO2 a augmenté. Alors, donc, voilà. on est en sens inverse, il n'y a pas de corrélation Alors entre attendez, les deux. parce que ça c'est un point très important de l'analyse scientifique de la chose. Professeur François Gervais, chers auditeurs de Radio Courtoisie, les gens du GIEC ou leurs experts ne sont pas totalement idiots évidemment. Ils savent très bien que l'eau est responsable de l'essentiel, mais ils vous disent la variation du gaz carbonique réputé dû à l'homme va avoir un effet de rétroaction positive, c'est-à-dire qu'elle va provoquer une élévation de température qui va augmenter l'évaporation de la mer, donc augmenter la vapeur d'eau, donc augmenter encore plus l'effet de l'eau dans l'atmosphère, alors qu'en fait on ne sait pas d'ailleurs quelle est la partie qui va contribuer à refroidir et quelle est la partie qui va contribuer à réchauffer. Et que Donc, c'est les modèles contraire sont aux totalement observations. vicieux. C'est Et- contraire aux observations. Donc là, il n'y a pas, à l'heure actuelle, une démonstration montrant que si je mets plus de CO2 dans l'air, je vais avoir une augmentation de température. Alors, Il n'y a pas de continue. démonstration. Donc déjà, on voit déjà la première impasse, on nous raconte n'importe quoi en disant qu'on sait modéliser l'effet des gaz à effet de serre. On ne sait pas à cause du fait, très simple et énorme, que l'essentiel c'est l'eau, et que l'eau on ne sait pas comment le modéliser, c'est les nuages, c'est trop compliqué. Les modèles sont incapables d'analyser ce phénomène trop compliqué pour eux. Deuxièmement, dans ce gaz carbonique, c'est une série d'observations qui sont décisives à elles toutes seules, Tout à fait. pour démolir les prévisions, les vaticinations du GIEC. Et il y a fortiori des hommes politiques. Deuxième question, François Gervais, professeur François Gervais. Quelle est la part de l'homme, du gaz carbonique produit par l'activité humaine,
avec l'activité humaine qui brûle les énergies fossiles, le gaz naturel, le pétrole, le charbon. Quelle est la part de ces émissions de gaz carbonique dues à l'homme dans le total du gaz carbonique qui contribue à l'effet de serre? Alors, pour répondre à la question, je vais raconter ce que, dans mes rapports que j'ai fait au GIEC, dans les rapports AR5, je leur ai dit, il y a telle figure qui montre les fluctuations de température d'une année à l'autre. La température fluctue, le climat change tout le temps, la température fluctue. En ce moment, il y a un phénomène qu'on appelle El Niño dans le Pacifique qui fait que c'est un peu plus chaud. C'est un phénomène marin, Ouais. c'est une sorte de gigantesque courant. C'est un peu comme une piscine qui se remplit d'eau chaude sous l'effet d'un vent dominant, puis de temps en temps le vent faiblit et donc l'eau chaude revient. Bon, très simplement, c'est comme ça. Donc, il y a toujours des fluctuations de température. On mesure très précisément, depuis 1959, l'évolution du taux de CO2 dans l'air. On s'aperçoit qu'à chaque fois qu'il y a une fluctuation de température chaude, 10-11 mois plus tard, on a une fluctuation de CO2. Je dis bien plus tard. S'il y a un coup de froid comme le Pinatubo que nous évoquions tout à l'heure, donc ce volcan qui a envoyé de la poussière, ça refroidit la Terre de 0,5 degrés, tiens, on s'aperçoit que 10-11 mois plus tard, le taux de CO2, l'augmentation du taux de CO2 cette année-là a été beaucoup plus faible. Et l'évolution du taux de CO2 dans l'air varie ainsi selon les années mesurées, entre 1 et 7. On ne va pas dire qu'il n'y a que un effet anthropique là-dedans. Alors je rappelle les chiffres donnés par Hervé Le Treut, qui est membre de l'Académie des sciences et qui est l'un des papes du réchauffisme. Les chiffres que j'ai déjà donnés tout à l'heure, mais ils sont intéressants. C'est que l'homme produit 9 milliards de tonnes par an de CO2, mais les échanges naturels entre l'atmosphère et l'océan, c'est 70 milliards de tonnes par an, en moyenne bien sûr, et les échanges naturels entre l'atmosphère et la végétation, les arbres, les plantes qui absorbent le gaz carbonique, c'est 120 milliards de tonnes par an. Donc vous avez 9 milliards pour l'homme, 70 milliards pour l'océan, et 120 milliards pour la végétation. Et avec ça, on veut nous paniquer par les émissions de gaz carbonique dues à l'homme. C'est complètement aberrant. C'est absurde. Bon. Alors, le dernier point, c'est le point décisif. Nous l'avons déjà évoqué, mais c'est essentiel. Alors là, il faut que vous soyez pédagogique, parce que c'est de la physique, fréquence, c'est un peu compliqué, mais il faut que vous soyez pédagogique, François Gervais, pour les auditeurs de Radio Courtoisie. Donc, vous avez dit, et il est établi, que l'effet d'absorption dû au gaz carbonique CO2 ne s'exerce que dans 2 fréquences précises, et qu'elle est déjà totale. Presque totale. Donc, il y a saturation et que le gaz carbonique qu'on peut ajouter, quelle que soit son origine, ne peut rien changer. Expliquez bien ce point qui était essentiel et qui suffit à détruire tout l'édifice du GIEC. Je vais prendre simplement 3 observations. Et puis, on va essayer de comprendre pourquoi c'est comme ça. Donc, si on mesure la température moyenne, alors je sais bien qu'une température moyenne, c'est très discutable, mais comme tout le monde le fait, on va le faire aussi. Donc, alors, comme on ne peut pas tout discuter, il faut savoir qu'effectivement, même la question de la moyenne de la température mondiale est aussi un sujet de discussion, mais il nous faudrait 10 heures et pas 1 heure et demie. On va reprendre ce même critère. Donc, mesurer à notre altitude par satellite, donc elle n'a pas bougé aux fluctuations près, le climat change tout le temps, il y a toujours des fluctuations, depuis maintenant 18 ans et 8 mois. C'est très précis, mesuré par Satellite Remote Sensing System. Mais, si on regarde depuis 2002... Vous parlez quoi de la température? De la température. Température mondiale. Donc, il n'y a pas de corrélation avec un taux de CO2 qui, lui, a augmenté dans cette période-là. On va se placer maintenant dans la basse stratosphère, on va dire vers ce qu'on appelle le sommet de l'atmosphère. Parce que là, vous parlez de la température au niveau du sol. Oui. Maintenant, je monte. Et là, vous montez. Je monte parce que c'est là que les modèles disent que c'est là que ça doit se passer et que l'effet devrait... Oui, devrait. Sauf que la température à 17 km d'altitude, elle n'a pas bougé depuis maintenant 22 ans, dans une période dans laquelle on a envoyé 40% de tout le CO2 depuis le 19e siècle, début de l'époque industrielle, 40%, la température n'a pas bougé depuis 22 ans. Ce qui invalide les modèles. Ça invalide totalement les modèles. Cela dit, les modèles s'invalident entre eux, puisque de toute façon, leur prévision de sensibilité climatique s'échelonne de 1 à 10, donc ils se réfutent les uns des autres. Non, mais vous n'avez pas exposé la question de rayonnement dans certaines fréquences, que je vous demandais de développer. Alors,
Professeur François Gervais, auteur de L'innocence du carbone aux éditions Albin Michel. Il est indéniable que toute molécule composée d'au moins 2 atomes différents va absorber le rayonnement thermique venant de la Terre à des fréquences très précises. Dans le cas du CO2, effectivement, c'est 20 et 70 THz. Les spectres sont connus depuis, les spectres infrarouges, puisque ça se passe dans la partie infrarouge du spectre, sont connus depuis très longtemps, et pour une épaisseur d'air... Armstrong. Oui. Armstrong, enfin, je sais pas, un nom Angstrom, imprononçable, Angstrom 1900. qui a donné son nom à une mesure Voilà. de longueur. Donc, c'est connu depuis très longtemps. C'est pour ça que ça n'était absolument pas un problème juste dans les années 80, quand on a commencé à politiser la chose. Mais avant, ça ne posait de problème à personne. Si on prend une épaisseur d'air de l'ordre de la centaine de mètres, eh bien, tout le rayonnement à ces fréquences-là émis par la Terre est absorbé. Entre 0 et 100 mètres au-dessus de la Voilà. surface du sol. Voilà. Tout est absorbé. Déjà, aujourd'hui en Déjà. 2015, c'est déjà. Exactement. Et depuis un certain nombre Donc, d'années. si on en met plus, qu'est-ce qui va se passer? Rien. Il n'y aura pas Rappel. besoin d'une épaisseur d'air aussi importante. Et puis c'est tout. Et ça ne changera rien. C'est-à-dire que l'absorption sera totale sur cette fréquence-là, Ouais. sur ces deux fréquences, 20 et 70 THz. Oui. Mais ça ne changera rien. Ça ne changera rien. Au résultat de l'effet de serre. Il y aura besoin d'avoir une couche d'air un peu moins épaisse. Peu importe, ça ne change Mais peu rien. importe, ça ne change rien. Pour nous qui vivons à ras de terre, ça ne change rien. Bon, si on veut aller vraiment dans les Epsilon. détails, mais je pense pas qu'on aura le temps d'aller dans Non. les détails, il nous faudrait certainement un tableau Non. pour bien expliquer les choses. Disons qu'il y a aussi une autre façon de vérifier la chose. C'est de regarder ce qui est émis par les molécules de CO2, justement à ces fréquences-là, mesurées par un spectromètre embarqué dans un satellite à haute altitude, et de comparer à ce qui mesure au niveau du sol. Eh bien, on s'aperçoit Alors, que, en gros, il y a une molécule sur 20 qui jouera un rôle. C'est tout. écoutez, chers auditeurs de Radio Courtoisie, vous rendez compte, j'espère, vous aviez peut-être déjà entendu François Gervais, l'éminent professeur François Gervais, rapporteur du GIEC, expliquer cela dans l'émission de Paul Devels, mais c'est quand même énorme ce qu'il a dit. Il vous explique, quelles que soient toutes les contestations que nous avons déjà énoncées, que le fait que le gaz carbonique n'exerce son effet d'absorption que dans 2 fréquences du spectre, 20 et 70 THz, et qu'on est déjà aujourd'hui au maximum de cet effet d'absorption, absorption totale ou quasi totale, signifie que tout le gaz carbonique qu'on pourra rajouter, qu'il soit dû à l'homme ou pas, ne change rien. Bon. Alors, ça paraît irréfutable. Comment expliquez-vous, François Gervais, que vous qui avez ressorti des archives ou des observations, cette donnée fondamentale, vous ne soyez pas entendu? Pourquoi? Qu'est-ce qu'on vous répond? Parce que les gens continuent à faire leur modèle en ne tenant pas compte de ce que vous dites. Qu'est-ce qu'ils vous répondent? Ils ont bien quand même une argumentation plus ou moins tarabiscotée pour refuser votre conclusion. La réponse la plus simple qui soit, c'est que c'est devenu un énorme business. Commerce, là c'est de l'anglais, excusez-moi. Mais... Pardon. Non, mais ça C'est une poule aux œufs d'or. Non, j'arrête ça. Non, ce que je vous demande, c'est pas ça, on a bien compris. Là, vous avez émis des observations scientifiques. Dans votre livre L'innocence du carbone, François Gervais, mais aussi dans des articles Tout à fait. publiés dans les revues scientifiques. Oui, bien sûr. Bon, donc c'est public. Oui. Bon, qu'est-ce qu'on répond à cette observation que je résume très simplement? Le professeur François Gervais a démontré, ce n'est pas une découverte que vous avez faite, vous avez rappelé un fait scientifique qui est que l'effet d'absorption ou effet de serre du gaz carbonique CO2 ne s'exerce que dans 2 fréquences du spectre électromagnétique, 20 et 70 THz. 20 et 70 THz, c'est que dans ces 2 fréquences, on est déjà, depuis quelques années, arrivé à l'absorption maximum, que par conséquent, tout le gaz carbonique qu'on ajoute ne peut rien changer. Bon, or, vous savez très bien que toute la discussion officielle suppose l'inverse, puisqu'on nous dit que c'est une catastrophe de continuer à mettre le gaz carbonique. Tous les physiciens et le GIEC y compris est d'accord avec ce que je dis là. Hein. Alors comment peut-on, si on est d'accord, comment peut-on continuer à raconter n'importe quoi, à nous dire que c'est une catastrophe de continuer à émettre du carbone, puisque vous avez démontré que c'est faux physiquement. Parce que, comme le rappelait Christian Géraudot, c'est complètement biaisé maintenant par un discours politique avec c'est une énorme... Qu'est-ce qu'on vous répond sur le plan scientifique? Il y a quand même quelque part des scientifiques qui vous ont réfuté, ou qui ont simplement réfuté. Ils font valoir que le phénomène va se... Alors, l'argument, j'ai débattu avec 3 membres du GIEC, ils ont dit, l'argument, oui, non, mais effectivement, il n'y a pas de chaleur, effectivement, c'est vrai ce que vous dites là, mais toute la chaleur, elle est partie dans les océans.
toute la chaleur est répartie dans les océans. Ça, c'est ce que le GIEC a dit en dernier ressort, sentant bien, de toute façon, que les observations ne montraient plus le réchauffement qui avait existé, donc il fallait trouver autre chose. Donc ils ont dit, la chaleur, elle est partie dans les océans. En fait, quand on regarde sur quoi ils se basent là-dessus, ils se basent sur une évolution de la température moyenne des océans. Alors attention, chaque chiffre derrière la virgule compte, une augmentation de température des océans de 0,0004 degrés. Non, mais c'est pas. Non, mais c'est absurde. Non, mais attendez. Qu'est-ce qu'ils répondent à votre argument sur le fait que c'est saturé aux fréquences que vous Ils dites? répondent, la chaleur, elle est partie dans les océans, donc c'est normal qu'on la voit pas. Non, mais si cet effet a lieu, c'est pas une question de. Si l'effet de serre ne joue pas, en quoi peut-on craindre L'effet de serre joue, mais il est devenu constant. Donc, cette augmentation de chaleur qu'ils appellent de leur vœu, ils disent qu'elle est partie dans les océans. Et là, c'est parfaitement absurde. Non, mais Ceux qui disent ça, bien sûr. ils sont obligés de reconnaître quand même que l'effet de serre ne va pas augmenter si on continue à émettre du gaz carbonique, puisque c'est déjà saturé. Oui. Alors, ça détruit complètement l'argument. Tout le discours politique actuel sur la nécessité de réduire les émissions de gaz à effet de serre est complètement... enfin, en tout cas, je ne parle pas des autres gaz à effet de serre qui sont secondaires, comme le méthane, mais en ce qui concerne le gaz carbonique, ça n'a plus de sens. Ça n'a plus de sens. Comme le rappelait Christian Gérondeau, ce sont des porte-paroles qui répandent ça, comme ça correspond probablement, dans l'esprit de certains, à un discours politique admis par un certain nombre de pays. On n'a même plus l'esprit critique de base, ou alors, ce qui est encore pire, on essaye de faire taire les scientifiques, qui sont d'ailleurs très nombreux. Je rappelle tout de même qu'il y a 1350 publications scientifiques qui développent tel ou tel point de tout ce que j'ai dit là. Ce que j'en dis, c'est une synthèse. François Gervais, vous avez expliqué aux auditeurs de Radio Courtoisie que vous étiez converti au scepticisme climatique en 2008. Moi, je ne suis pas spécialiste du tout de la question, mais j'ai été converti par cet article que j'ai cité tout à l'heure, de juillet-août 2007 de la Nouvelle Revue d'Histoire, où Marcel Leroux expliquait que tout ça était une fable. Lui, c'était un géographe, pas un physicien. Oui. Mais ses observations sur le passé le conduisaient à écarter comme ridicule les thèses du GIEC. Bon. Alors, peut-être pouvez-vous répondre à quelques questions d'auditeurs de Radio Courtoisie. Je ne sais pas s'il y en a d'autres. Là, un auditeur, on prévoit un phénomène El Niño très puissant dans le Pacifique Sud, en conséquence un hiver glacial en Europe. Qu'en pensez-vous ? Bon. Alors, El Niño, c'est un phénomène naturel. Il n'y a pas le caractère des gaz à effet de serre là-dedans ne joue pas spécialement. C'est un réchauffement local de l'océan Pacifique sous les tropiques. Que ça a des conséquences météorologiques, oui, bien sûr. Alors, un auditeur de Radio Courtoisie, s'il s'agissait d'un refroidissement au lieu d'un réchauffement, il nous ferait le même cirque. Je cite, vous êtes dans l'obligation d'accueillir des millions de réfugiés climatiques. Mais si on se rapporte à la presse des années 1970, c'était déjà un cirque qui était en train de se mettre en place. Mais dans l'autre sens. Et messieurs, pensez-vous que l'idée de température moyenne de la Terre a un sens, connaissant les variations permanentes de température aux quatre coins les plus extrêmes de la planète? C'est un point très intéressant, merci Jacqueline. Effectivement, la moyenne... D'abord, est-ce qu'elle est vraiment calculable, sachant que... Alors, il faut savoir, chers auditeurs de Radio Courtoisie, que d'après le GIEC lui-même, l'augmentation de température mesurée par le GIEC, ou mesurée par les experts du GIEC, c'est moins de 1 degré en un siècle. Oui. 0,7 dixième de degré. Et une fois enlevé le 6, c'est 0,6 degrés donc par c'est très peu de choses. C'est très peu de choses. Donc d'après les réchauffistes eux-mêmes, en fait, l'évolution depuis un siècle est très faible. Bon. Alors, question scientifique, est-ce que vous qui êtes vraiment dans le domaine de la physique le plus pur, vous François Gervais, est-ce que vous pensez que cette notion de température moyenne, d'abord, est une notion pertinente sur le plan scientifique? Est-ce qu'elle est vraiment mesurable, sachant que quand on dit que ça a augmenté depuis un siècle, on utilise des instruments de mesure variés. C'est donc très douteux. Les physiciens connaissent mieux que moi la notion d'incertitude de la mesure. Je ne suis pas sûr qu'on puisse mesurer de manière extrêmement précise, à 1 dixième de degré près, la température moyenne du globe, et encore moins il y a un siècle. C'est la raison pour laquelle, durant toute cette émission, je me suis bien gardé
de reprendre les données des capteurs de température, parce qu'il faut les pondérer selon leur écartement, leur proximité. J'ai uniquement cité les mesures qui sont faites par satellite, car là, qu'est-ce qu'on mesure ? Un capteur mesure précisément l'évolution, s'il y en a une, du rayonnement thermique de la Terre. Et ceci sur toute la superficie du globe. C'est la bonne mesure. Oui, Là, d'accord, mais vous savez très bien qu'il y a un siècle, il n'y avait pas de satellite. Donc quand on parle du réchauffement de la température du globe sur un siècle, on n'est pas sûr, puisqu'on n'a pas de mesures très précises. c'est vrai, mais on a cette mesure depuis 1979. Et quand on regarde maintenant les évolutions, sur cette base-là, là on a une bonne précision. Alors je voudrais, pour achever de... Où en est-on sur l'acidification des océans par le CO2 Alors, c'est dans le rapport du GIEC et j'ai pas de raison d'en douter. Ah, ça, moi, j'ai des raisons de douter de tout ce qui est dans le rapport du GIEC. Alors là, franchement, La variation, un menteur ment toujours. Ils reprennent une publication scientifique que j'ai épluchée, la variation de ce qu'on appelle le pH, c'est-à-dire l'acidité. Alors, déjà, les océans sont basiques, ils sont pas acides. Hein. Ouais. Ça, c'est déjà encore une... Parler de acidification, il faudrait dire une débasification. Une variation du pH. Le pH, 7, c'est neutre. Les océans sont autour de 8. Donc, ils sont pas du tout acides, ils sont basiques. Mais la variation est de, là encore, il faut bien écouter tous les chiffres derrière la virgule, la variation de pH annuel est de 0,0017. C'est 3 fois rien. C'est beaucoup moins que la différence de pH entre les eaux froides et les eaux chaudes, parce que la solubilité du CO2 dans l'eau varie avec la température, et varie énormément. Alors je rappelle aux auditeurs de Radio Courtoisie que la masse de l'océan est 400 fois plus importante que celle de l'atmosphère, et que pour réchauffer l'océan de 1 degré, il faut 1000 fois plus de chaleur que pour augmenter la température, Exactement. pour augmenter la température de l'atmosphère de la même quantité. Donc vous voyez, donc, en fait, ça conduit à dire que l'effet du gaz carbonique qui lui-même est absorbé par l'océan aussi, sur le climat, est sans doute beaucoup moins important que l'effet de l'océan, qui lui-même est bien sûr. une réserve de température absolument considérable. Ouais. Et je rappelle que les premiers modèles du GIEC ne tenaient pas compte de l'effet des mers, des océans. Ce qui est quand même effarant, quoi. Quand on fait un modèle en oubliant un facteur essentiel. Du temps où il prévoyait qu'il allait faire plus froid, oui. Et on oublie un facteur essentiel qui est l'effet de la température et de la chaleur contenue dans les océans, qui est bien plus grande que celle qui est dans l'atmosphère, 1000 fois plus grande. Donc on est vraiment devant des prédictions qui ne valent strictement rien sur le plan scientifique. Qui de toute façon, qui se réfutent les unes les autres, puisqu'il n'y a pas deux publications qui donnent la même projection. Merci, professeur François Gervais. Nous arrivons au terme de cette causerie sur le réchauffement climatique. Le carbone est-il coupable ? Et vous avez répondu par avance dans votre beau livre passionnant, François Gervais, qui s'appelle « L'innocence du carbone, l'effet de serre remis en question » et qui a été publié aux éditions Albin Michel. Merci beaucoup, monsieur le professeur. Je vous remercie de votre invitation. À tout de suite, en 2 minutes, chers auditeurs de Radio Courtoisie.